Le charbon brûle et fournit de la chaleur. Les restes de forêts primaires vieilles de 300 millions d'années partent ainsi en fumée sous forme de combustible fossile. L'homme conçoit d'imposantes machines pour l'extraire du sol, couche après couche, comme si l'on en était encore au début de l'ère du charbon et non pas à la fin. Là où de puissantes machines creusent aujourd'hui le sol, des débris végétaux se sont superposés jadis au fond des marécages et ont fixé le gaz carbonique qui était présent dans les plantes. Une fois enfoui dans le sol, le CO2 ne pouvait plus remonter dans l'atmosphère et la planète s'est refroidie. L'apparition du charbon a donc été marquée par un changement climatique. Des millions d'années plus tard, l'homme brûle cette matière qui était contenue dans la Terre et libère à nouveau le gaz carbonique qui, cette fois, réchauffe la planète. Un nouveau changement climatique intervient, mais dans l'autre sens. À moyen et long terme, l'Allemagne et toute l'Europe n'ont pas besoin du charbon pour produire de l'énergie. Il existe suffisamment d'alternatives. Le système énergétique de demain sera très différent, surtout si l'on s'attache à développer les énergies nouvelles et à respecter la réduction des rejets prévue dans l'accord de Paris. En 2015, la conférence de Paris sur le climat est censée initier un nouveau départ. Mais les négociations sont difficiles, et il faut même prolonger d'un jour le sommet. Lors de sa clôture, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, présente un accord conclu avec peine et qui vise à contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. Le projet est ambitieux. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Pourtant, même en réalisant cet objectif des 2 degrés, l'humanité s'expose à des phénomènes climatiques difficilement maîtrisables. Épisodes de canicule, vagues de froid, tempêtes dévastatrices, pluies torrentielles, sécheresse dramatique. Le responsable du réchauffement climatique est le dioxyde de carbone, produit notamment par la combustion du charbon. Si l'on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faudra avoir renoncé au charbon d'ici 30 ans. Le village de Pödelwitz près de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne. Sur les 130 habitants qui vivaient ici, il n'en reste que 27. Un village presque fantôme. La plupart des maisons sont déjà vides, prêtes à être détruites pour permettre l'extension de la mine de lignite voisine. Cet homme est l'un des derniers habitants à se battre. Je m'appelle Jens Hausner et je suis le porte-parole du comité d'action pro-Pödelwitz. On se mobilise depuis 2009 pour que notre village ne soit pas englouti par la mine. La moitié de la commune a déjà été rachetée par la société minière Mibrag, qui marque son territoire avec des panneaux. Mais avant de s'en prendre aux maisons, elle a d'abord semé la zizanie parmi les villageois, sans doute pour écarter toute velléité de résistance. Ces dernières années, on a vécu des moments difficiles au village, parce que les gens avaient des intérêts très divergents. Ceux qui étaient volontaires pour partir nous ont accusés de les empêcher de tirer parti de la situation. Du coup, tant qu'ils habitaient là, ça a été très compliqué. Mais à présent, on est bien content qu'il ne reste que ceux qui ont décidé de se battre pour vivre ici. Aujourd'hui, Jens Hausner a conscience de ne plus se battre uniquement pour son village. Il sait qu'il y a d'autres enjeux. Je vois ce village comme un symbole de la transition énergétique. Il n'est absolument pas nécessaire de détruire ces maisons. Et si des hommes politiques en décident autrement,
Je sais qu'ils racontent n'importe quoi sur les objectifs climatiques et que ce qu'ils promettent aux citoyens, c'est vraiment du vent. On n'en a plus besoin du charbon qui se trouve sous ces maisons. À moins de 500 mètres de Pödelwitz, s'étend la mine à ciel ouvert de Schlienhain, qui menace aujourd'hui de détruire le village. La situation serait tout autre si, il y a une dizaine d'années, tandis que la plupart des entreprises énergétiques se désengageaient du secteur charbonnier, l'oligarque tchèque Daniel Kretinsky n'avait racheté la compagnie minière est-allemande Mibrag. Cette opération opaque s'est faite par l'intermédiaire d'une société écran basée à Chypre. Depuis des années, Gerd Lippold, député vert du Land de Saxe, s'interroge sur la stratégie commerciale de l'investisseur tchèque. Dans le secteur de l'énergie, tout le monde a pu constater qu'il avait acquis à bas prix des sociétés dont personne ne voulait, parce qu'on considérait qu'elles n'avaient pas d'avenir. À l'époque, les exploitants se détournent massivement du charbon. À contre-courant de cette tendance, l'investisseur tchèque rachète toutes les mines est-allemandes. On en vient à soupçonner que sa stratégie consiste ou bien à gagner de l'argent en misant sur la sortie du charbon et toucher des subventions pour stopper la production, ou bien à devenir assez puissant sur le marché de l'énergie européen pour disposer d'un moyen de pression suffisant en vue d'imposer ce type d'énergie au pouvoir politique. 5h30. L'équipe du matin prend son poste à la mine à ciel ouvert de Schlienhain. Les ouvriers voient plutôt l'investisseur tchèque comme le sauveur de leur emploi. Je m'appelle Carsten Anke, j'ai 37 ans, 2 enfants, et je suis employé par la Mibrag depuis 1997. J'ai été formé ici et je suis maintenant conducteur d'équipements lourds sur le site de Schlienhain. Pour venir travailler, Carsten Anke parcourt chaque jour une centaine de kilomètres. Il habite en Thuringe, où aucune menace ne pèse sur les villages. C'est lui qui pilote l'excavatrice à godet. Chaque jour, il reçoit le programme sous forme de données GPS. Un métier difficile. L'été, il faut supporter la chaleur. On est obligé de mettre des vêtements spéciaux de protection. Sur le charbon, il fait toujours plus chaud. Et en hiver, quand il gèle, il faut dégager les points de passage. On doit constamment faire face à des incidents techniques, retirer un câble qui a gelé, ce genre de choses. Ici, on ne se contente pas d'appuyer sur des boutons ou de manœuvrer un levier. C'est très physique. La mine pour Carsten Anke est bien plus qu'une source de revenus. Elle fait partie de son identité. Pendant des décennies, le lignite a permis de chauffer les logements en hiver. De nos jours, on ne s'en sert plus que pour produire de l'électricité. Mais c'est clair qu'on est fiers de nous le soir, quand on quitte la mine avec les copains, qu'on a bien bossé et qu'on sait qu'on a sorti telle ou telle quantité de charbon. On a fait du bon boulot et on est fiers de nous. Mais quel est l'avenir de son emploi maintenant que l'ère du charbon touche à sa fin? On peut effectivement parler d'une ère du charbon qui a débuté quand on a commencé à utiliser ce combustible pour se chauffer, ce qui a d'ailleurs donné naissance à toutes sortes de métiers, comme le monteur de cheminée ou le livreur de charbon. Par la suite, on a abandonné le charbon comme moyen de chauffage. Mais on n'a pas encore passé ce cap dans la production électrique. À partir de ces différents éléments, je pense, on voit bien que l'ère de l'énergie fossile est lentement en train de s'achever. En Europe, la fin de l'ère du charbon touche surtout 3 pays. L'Allemagne, où 45% de l'énergie est produite avec du charbon. La Pologne, où ce chiffre atteint 83%. Et la République tchèque, où il est de 51%. En France, seul 2% de l'énergie provient de la houille. Mais on sait que le pays dépend du nucléaire. Au sein de l'Union européenne, c'est Bruxelles qui dicte le calendrier des réductions d'émissions de CO2. La Commission européenne entend ramener à zéro les rejets de dioxyde de carbone dans le secteur de l'énergie d'ici 2050
afin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. La filière du charbon craint pour la bonne marche de ses affaires. Or, dès que des profits sont en jeu, les lobbyistes s'activent. Brian Ricketts est le secrétaire général d'Euracol, l'association européenne qui défend les intérêts du charbon. Bruxelles promulgue beaucoup de lois sur l'environnement. Et ce qui nous importe, c'est que ces lois ne nuisent pas à l'industrie charbonnière. C'est dans ce but que les lobbyistes travaillent à Bruxelles. Nous suivons l'évolution de la législation et faisons de notre mieux pour l'équilibrer. Nous avons certes besoin d'une législation, mais pas de lois qui détruisent tout un secteur. Le lobby du charbon bénéficie d'un soutien de poids. Our country is blessed with extraordinary energy abundance, which we didn't know of, even 5 years ago and certainly 10 years ago. We have nearly 100 years' worth of natural gas and more than 250 years' worth of clean, beautiful coal. Today I'm taking bold action to follow through on that promise. My administration is putting an end to the war on coal. We're going to have clean coal, really clean coal. La plus puissante des nations industrialisées s'est pourtant détournée de la houille. Elle mise désormais plutôt sur le gaz. Mais la renaissance du charbon proclamée par Donald Trump ne cadre pas avec la protection du climat. D'où la décision américaine de se retirer de l'accord de Paris en 2020. Si l'actuel président américain parvient à se faire réélire, la politique internationale sur le climat risque de subir un énorme revers. Le retrait américain de l'accord de Paris lui porterait un coup très rude. Mais attendons de voir s'il réussit à obtenir un deuxième mandat. Pour l'instant, les Américains ne sont pas encore sortis de l'accord. Et ça prendra un certain temps, même si cette mesure devrait coïncider avec la réélection du président des États-Unis. Début août, le village de Pödelwitz, en Saxe, sort de sa léthargie. Cette commune menacée de destruction est investie par des militants hostiles au charbon et des défenseurs de l'environnement. Ensemble, ils préparent le camp climat qui se tiendra dans quelques jours pour échanger et coordonner le mouvement au niveau européen. Mon impression, c'est que les gens qui viennent ici sont contents de voir ce qu'on propose et sont plutôt motivés pour y participer. On a fait passer une liste pour que les gens s'inscrivent aux activités, on organise des réunions d'information et on explique que le camp est ouvert à tout le monde, que nous avons une responsabilité commune. Ça fait partie de notre conception d'une bonne vie. 2000 personnes ont répondu à l'appel. Pendant une semaine, ateliers et tables rondes se succèdent pour parler de la protection du climat et de l'abandon du charbon. Certains participants sont venus de loin. Le village est-allemand accueille même des militants de Colombie et du Bangladesh. Pödelwitz, le rendez-vous de la planète. Je trouve important de venir soutenir le combat qui est mené ici, mais aussi de le relier à la perspective globale du camp climat. Il est question ici de situations concrètes. On s'intéresse à ce village, mais aussi à un problème mondial, à l'humanité, à la justice climatique entre le Nord et le Sud. Des discussions, des échanges, mais aussi de l'action. Car le compte à rebours a commencé. Dans quelques jours, ils recourront à la désobéissance civile. Vous voyez que nous faisons des exercices pour se préparer à réagir de façon non violente quand on participera au sit-in. On passe en revue les différents scénarios qui sont susceptibles de se produire au cours d'une action de désobéissance civile. Ça rajoute un peu d'excitation de savoir que derrière les tentes qui sont montées pour les ateliers, 10 mètres plus loin, on voit le site d'extraction à ciel ouvert de Mibrag. Ça crée quand même une ambiance assez spéciale. Sur le site minier tout proche, Carsten Anke entame sa 3e heure de travail.
La décision d'abandonner le charbon l'inquiète. Il faut penser aussi aux familles. Parce que si ça ferme, la région sera complètement morte. Que ce soit à Pödelwitz ou à Greutsch, les gens qui habitent là ne pourront plus rien acheter. Ils seront tous au chômage. Les magasins sont déjà pratiquement tous fermés. Il n'y a plus que la mine qui fonctionne, il faut le dire. On ne peut que se faire du souci pour l'avenir de tous ces gens. Le lobby le plus influent du charbon est le syndicat des mineurs. Il redoute bien sûr les pertes d'emplois. En 2015, un chiffre s'est mis à circuler. 100 000 emplois seraient menacés. Je suis d'accord pour qu'on respecte les objectifs de réduction du CO2 sur un plan économique. Mais on ne peut tout de même pas nous détruire en nous interdisant d'exploiter le charbon. Si je perds ma place d'apprenti en 2017, qu'est-ce que je vais devenir? Nous, les salariés, il ne faudrait pas nous laisser sur le carreau. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler du moindre plan de reconversion pour nous donner les moyens de subvenir aux besoins de nos familles. Cette année-là, le chiffre des 100 000 emplois menacés est brandi comme une arme contre le ministre de l'économie allemande, alors en poste, Sigmar Gabriel. Afin de réduire les émissions de CO2, il a proposé de faire payer une taxe aux centrales à charbon les plus anciennes. C'était une bonne idée que le gouvernement fédéral initie une taxe pour le climat, car elle aurait pesé sur la rentabilité des centrales les plus anciennes et les plus vétustes. Cela aurait mis en avant la nécessité de planifier la sortie du charbon. Mais le gouvernement recule devant l'argument des 100 000 suppressions d'emplois. La taxe sur le climat ne sera pas mise en place. Le ministre de l'économie lance alors une nouvelle idée. Statt eines Klimabeitrags bringen wir schrittweise Kohlekraftwerke zur Stilllegung. Les lobbies ont tellement bien fait valoir leurs intérêts que cette taxe sur le climat s'est malheureusement transformée en prime à la casse des centrales à charbon. Résultat, aujourd'hui, les consommateurs paient leur électricité beaucoup plus cher, à cause de centrales qui auraient de toute façon cessé d'alimenter le réseau. Cette mesure a été totalement inefficace et les politiques ne se sont montrés ni malins ni prévoyants. Ce qui était au départ une bonne idée n'a finalement rien donné et n'a pas permis d'organiser la sortie du charbon. Que ce soit pour défendre des emplois ou des intérêts financiers, les syndicats et les industriels ont trouvé un argument imparable en affirmant que l'abandon du charbon mettrait 100 000 personnes au chômage. De son côté, l'Agence fédérale pour l'environnement a fait ses propres estimations. Les résultats sont surprenants. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que le nombre d'emplois menacés ne se situe pas du tout autour de 100 000. Je pense qu'il s'agit là d'un chiffre éminemment politique. Et c'est dans tous les cas un chiffre très global qui prend en compte tous les acteurs associés au secteur du charbon, tous les corps de métier, tous les fournisseurs. D'ailleurs, du jour au lendemain, il n'en a plus été question. Mais personne n'en parle, et ça ne fera jamais débat. Nous n'avons jamais obtenu la moindre réponse quand nous avons demandé d'où provenait ce chiffre de 100 000 salariés qui était mis en avant par les syndicats et les lobbies. D'après nos calculs, et en s'appuyant sur toutes les statistiques rendues publiques, on se situerait plutôt aux alentours de 25 000 emplois. Nous sommes au printemps 2018, 3 ans après la conférence de Paris. En Allemagne, la CDU et le SPD ont formé une coalition pour pouvoir gouverner. Mais leur accord n'augure rien de bon pour le dossier climat. Il ne contient aucun plan concret pour sortir du charbon. Une commission, croissance, changement structurel et emploi, devra tout d'abord déterminer à quelle date l'ère du charbon pourrait s'achever en Allemagne. Au sein de l'Union européenne, nous ne jouons plus depuis longtemps un rôle de pionnier. Nous avons beaucoup de mal à réduire la part du charbon dans notre bouquet énergétique si l'on compare avec d'autres pays de l'UE comme la Grande-Bretagne ou la France. Ces deux pays ont réussi mieux que nous à réduire la part du charbon dans leur production électrique. Les résultats de l'Allemagne sont bien moins bons. Chez nous, la part d'électricité produite par des centrales au charbon est restée pratiquement la même. Elle n'a pas baissé.
So, stellt euch mal bitte ordentlich hin, wir müssen gucken, ob das wirkt. Ich möchte, dass jeder von euch einen Helm aufhat, eine Arbeitsjacke anhat und eine Schutzbrille sowie Handschuhe trägt. Hat das jeder? Le syndicat de mineurs IGBC orchestre les protestations. Wir lassen die Lausitz nicht in Rauch aufgehen und die Zukunft nicht in Rauch aufgehen. So ist der richtige Punkt. Fin septembre, la commission charbon se rend sur les sites d'extraction de lignite de Lusace, à la frontière polonaise. La population redoute l'arrêt des centrales et des mines à ciel ouvert. Depuis la réunification, cette région d'Allemagne de l'Est a subi un vaste processus de désindustrialisation. D'où son attachement à l'exploitation du charbon. Le ministre-président du Land de Brandebourg, Dietmar Woidke, s'efforce de dispenser un message de solidarité. Il faut poursuivre ces discussions. Et c'est en ce sens que je recommande au syndicat IGBC de s'allier, entre autres, à IG Metall. Plusieurs centaines de milliers d'emplois sont menacés. Pas seulement dans les régions concernées, mais dans toute l'Allemagne. Oui, je suis parfaitement d'accord. Voici à nouveau ce chiffre de 100 000 emplois. Apparemment, il permet de mobiliser les foules. La pression est à son comble. Les défenseurs du climat réclament un désengagement rapide. Les mineurs, des perspectives d'avenir. Face à cette mêlée, la commission, qui compte 31 membres, est chargée de faire des recommandations pour orienter la politique énergétique. Des maires y siègent également. Ils redoutent une fin du charbon qui obligerait de nombreux jeunes gens à quitter la région et espèrent un changement structurel qui coûterait des milliards. Nous ne sommes pas opposés à la transition énergétique, mais nous soulevons la question de l'impact qu'elle aura sur la société, et pas seulement sur l'activité économique. Il faut que les choses soient claires. Le danger est de ne pas tirer maintenant la sonnette d'alarme, tant qu'il en est temps, et de voir la population déserter la région. Nous ne voulons pas attendre les bras croisés. Notre région a aussi des atouts. Après le charbon, quel sera l'avenir des régions situées dans l'est de l'Allemagne? Leur population a besoin de savoir quand et comment se négociera l'abandon de cette énergie fossile. Plus on se dirige vers l'est, plus il est difficile d'envisager la fin de l'ère du charbon. Déjà en Pologne, cet objectif semble totalement utopique. Les énergies renouvelables n'y sont pratiquement pas représentées. Ici aussi, on retrouve un chiffre qui en dit long. Près de 100 000 ouvriers descendent chaque jour travailler à la mine. La Pologne est un pays très particulier qui dépend largement de la houille. Au moins 75% du courant électrique est produit par des centrales à charbon. On pourrait croire que c'est une exception, mais en réalité, c'était encore la norme il n'y a pas si longtemps en Europe occidentale. Les Polonais auront besoin de temps pour trouver des solutions alternatives. Ce n'est là qu'une partie de la vérité. Il y a quelques années, la Pologne s'était engagée sur la voie du développement des énergies renouvelables. Mais cette évolution a été interrompue par l'arrivée au pouvoir du Parti national conservateur Droit et Justice, selon les explications d'un spécialiste de l'énergie, Bartłomiej Darski. La Pologne a initié un premier mouvement en faveur des ressources renouvelables il y a une dizaine d'années. Et elle a débloqué des subventions dans ce sens. Mais ce mouvement a été stoppé depuis 2 ou 3 ans. La raison, c'est le changement de gouvernement. Le parti Droit et Justice a fait marche arrière parce que les politiciens conservateurs considèrent les énergies alternatives comme des technologies qu'on serait tenu d'acheter à l'Europe de l'Ouest. Au lieu de continuer à investir dans les énergies renouvelables, le pays a renoué avec sa tradition charbonnière. D'un point de vue historique, le charbon a toujours beaucoup compté ici. C'est un fait que la Pologne, en particulier le sud du pays, s'est construite d'une certaine manière sur le charbon.
Par la suite, les mineurs ont pris part au mouvement Solidarnosc et ils se sont engagés contre le régime communiste. Si bien qu'aujourd'hui, le charbon est devenu un élément stratégique. Le gouvernement affirme qu'il garantit notre indépendance énergétique. Et c'est vrai que la Pologne, en comparaison avec d'autres pays d'Europe de l'Ouest, jouit d'une plus grande autonomie. En Pologne, la transition énergétique ne semble pas être pour demain. De toute façon, dans ce domaine, le pays ne pourra guère agir contre l'avis de Solidarnosc, le puissant syndicat de l'industrie. Tant que nous disposons de gisements et qu'il est rentable de les exploiter, nous devons en tirer parti au maximum. C'est la position de Solidarnosc et c'est ce que nous avons toujours dit. Je viens moi-même de ce secteur, je travaillais dans une mine qui a été fermée. Et on s'est toujours battu dans ce sens. Tant qu'il y a du charbon et qu'on peut l'exploiter, il faut le faire pour l'économie polonaise. Il est question ici aussi de sortir du charbon. Mais ce débat n'a certainement pas l'ampleur de celui qui a lieu en Allemagne sur la transition énergétique. Le parti au pouvoir considère qu'un arrêt complet de l'exploitation du charbon coûterait trop cher à la Pologne. Certains conservateurs affirment même que le sol polonais renferme assez de charbon pour encore un siècle et que nos centrales tourneront tant qu'on pourra les alimenter. Les tambours résonnent à nouveau. Mais cette fois, en faveur du climat et en soutien à Pödelwitz. Si on veut respecter les objectifs climatiques que l'accord de Paris impose à la planète, nous savons tous que cette centrale à charbon ne restera pas en service jusqu'en 2040. Ça n'empêche pas qu'ils veuillent détruire mon village. Plus aucune expropriation ne doit se faire au profit des mines de lignite. Tandis que Jens Hausner tente de sauver son village, les godets de l'excavatrice rongent inexorablement le sol. Carsten Anke, lui, se situe dans l'autre camp. La vérité, c'est qu'on a encore besoin du lignite pour produire du courant bon marché. Il ne faut pas l'oublier. Ici, on n'a pas besoin de bateaux ni de camions qui nous apportent le charbon. On fournit directement la centrale. Tout est sur place. Et à mon avis, c'est bien meilleur pour l'environnement que de devoir tout transporter. Encore un argument massu. Après le problème de l'emploi et la présence des gisements, l'industrie charbonnière prétend fournir du courant à bas prix. Si on utilise du charbon, c'est avant tout parce qu'il produit de l'énergie bon marché. C'est pour cela qu'on exploite le lignite. L'Allemagne, qui est le premier extracteur de lignite au monde, bénéficie d'une énergie très bon marché en provenance des centrales thermiques situées autour de Cologne et dans l'est du pays. Les défenseurs de l'environnement militent pour que l'Allemagne abandonne le plus vite possible le charbon. Mais les producteurs disposent de bonnes réserves de charbon et ils fournissent une électricité bon marché. Regardons le prix de l'électricité. La dernière étude de l'Institut Fraunhofer montre que sa production avec le lignite est bien l'une des techniques les moins chères. 1 kWh de courant produit avec du lignite coûte en moyenne 6,3 centimes. L'électricité issue de centrales à gaz qui émettent moins de CO2 coûte 8,9 centimes. Comparons maintenant avec les ressources renouvelables. Avec 6,1 centimes le kilowattheure, l'énergie éolienne produite au sol est encore moins chère que le lignite. L'électricité solaire coûte en moyenne 7,6 centimes et la biomasse se révèle la technique la plus coûteuse avec 12,4 centimes. Au vu de ces résultats, un bouquet d'énergie renouvelable serait effectivement plus cher que le lignite.
Le lignite est le procédé technique le moins cher pour fournir de l'électricité. Son coût de production ne s'élève qu'à quelques centimes. Et c'est ce qui le rend aussi attractif aux yeux des industriels. Car sur le marché de l'électricité, ils peuvent vendre ensuite le courant à des prix nettement plus élevés. Comment se fait-il que le charbon fournisse du courant moins cher que les sources d'énergie renouvelables? Ce combustible est-il vraiment aussi bon marché que les chiffres le laissent entendre? Pour mieux comprendre ce que cachent ces tarifs avantageux, nous sommes allés en Pologne. Là, on s'aperçoit vite qu'un élément n'a pas été pris en compte. Un matin d'hiver comme les autres, alerte au smog. Les gaz des hauts fourneaux et des centrales thermiques répandent un nuage de pollution sur les villes. Les jours comme celui-ci, les services d'urgence ont fort à faire. Les habitants souffrent de troubles respiratoires, surtout les enfants et les personnes âgées. D'après une étude de l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air coûte chaque année la vie à des milliers de Polonais. Je m'appelle Magdalena Koslowska et je fais partie du groupe Alerte au smog de Cracovie. Nous nous battons contre la pollution ici à Cracovie et avec d'autres groupes dans toute la Pologne. L'association recense et publie les valeurs des matières toxiques présentes dans l'air, comme le benzopyrène, un agent très cancérigène issu de la combustion du charbon. Prenons par exemple les concentrations de benzopyrène qu'on respire dans notre région. Les résultats sont stupéfiants. Pour inhaler autant de benzopyrène qu'à Novi Targ, une petite ville proche d'ici, il faudrait fumer 4200 cigarettes par an. C'est quand même énorme. Le syndicat Solidarnosc ne voit là qu'un alarmisme bien inutile et certainement pas une raison de sortir du charbon. On ne devrait pas autant se focaliser sur le changement climatique lié à l'exploitation de la houille. On dispose de technologies propres pour produire de l'énergie. La chaleur issue du charbon n'est pas aussi nocive que le disent les écologistes. Ce n'est pas si grave. Dieu a donné la vie, le smog la reprend, peut-on lire sur ses affiches. Magdalena Koslowska les colle avec beaucoup de motivation. Les arguments religieux ont du poids dans ce pays très catholique. Ici, en Silésie, les gens ont du bon sens et ils pensent qu'ils doivent utiliser ce qui est à leur disposition. Si Dieu nous a donné le charbon, c'est pour qu'on s'en serve. Mais il y a un prix à payer. Le charbon qui brûle pollue l'atmosphère. Une étude menée par différentes associations écologistes montre que le smog fait chaque année 5800 victimes en Pologne. Et 127 000 enfants souffrent d'asthme à cause du charbon. Les dépenses de santé sont énormes. Les estimations se montent à 16 milliards d'euros. En Allemagne, la facture est du même ordre. Mais ces dépenses médicales ne sont pas prises en charge par les producteurs d'électricité. Voilà pourquoi le charbon est si rentable. C'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé a publié quelques règles générales sur le principe qu'une quantité donnée de pollution entraînait tel nombre de morts. Mais ce sont des considérations statistiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Les dommages auxquels on doit faire face sont liés d'une part au changement climatique, à savoir que les intempéries, tempêtes ou inondations peuvent provoquer de gros dégâts, et d'autre part aux problèmes de santé dus à des émissions locales qui ne sont pas forcément considérables, mais qui doivent être prises en charge collectivement par la société. Mais l'addition est incomplète. D'autres dépenses sont encore à mettre sur le compte du charbon. Par exemple, les frais liés à l'environnement, qui sautent immédiatement aux yeux en Allemagne avec les mines à ciel ouvert. Les entreprises minières sont tenues de renaturer les sites qui ont été fermés. Mais elles retiennent en général l'option la moins coûteuse, qui consiste à remplir les trous avec les déblais des mines encore en activité, puis à les mettre en eau. De cette manière, les paysages détruits disparaissent à tout jamais.
On ferait bien de se représenter combien de sites naturels ont déjà été détruits et continuent à disparaître du fait de l'extraction du lignite. L'an dernier, j'ai fait une randonnée à vélo en Lusace. Eh bien, on roule dans la forêt et tout d'un coup, on se retrouve face à un vide. C'est comme si le monde s'arrêtait derrière une clôture qui entoure d'immenses aires de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Si l'on fait le compte, est-ce que le charbon est vraiment si avantageux en termes de coûts? Que se passerait-il si les frais supportés par la collectivité, les dépenses de santé, les dégâts climatiques et environnementaux étaient répercutés sur son prix? Comparons les chiffres. D'après l'Agence fédérale pour l'environnement, les énergies renouvelables coûtent assez peu à la collectivité. Pour la biomasse, ces frais représenteraient environ 4 centimes. Pour l'énergie solaire, 1,8 centimes. Pour l'éolien, seulement 0,4 centimes. Pour le gaz naturel, il se monterait quand même à 8,8 centimes. Enfin, pour le lignite, ils atteindraient 19,2 centimes par kilowattheure, ce qui triplerait son prix de revient. Il faut prendre en compte tous les frais, y compris ceux liés aux préjudices écologiques, climatiques et sanitaires. Si l'on additionnait tous ces coûts, le lignite ne serait plus compétitif, surtout en comparaison avec les autres types d'énergie. Mais comme ces dépenses sont supportées par la collectivité, elles n'apparaissent pas dans le tarif de l'électricité. Et cela permet aux groupes qui exploitent le lignite de produire de l'électricité dans des conditions très avantageuses. À terme, l'exploitation du charbon pourrait coûter encore bien plus cher à la collectivité. Retrouvons le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et son groupe EPH, propriétaire de la mine de Podelwitz, mais aussi de pratiquement tout le secteur charbonnier est-allemand. Créé avec l'aide d'un fonds d'investissement, EPH est domicilié dans l'une des rues les plus chics de Prague. Notre demande d'interview s'est soldée par un refus. Les questions ne manquent pas pourtant. Par exemple, comment le groupe compte financer la renaturation des sites lorsqu'il aura cessé d'exploiter les mines? Lukas Wagenknecht est commissaire aux comptes. Il a passé au crible les bilans d'EPH et met en garde l'Allemagne qui risque de devoir prendre en charge de très grosses factures. EPH est une entreprise très agressive qui cherche avant tout à faire du profit. En l'absence de dispositions précises, il y a un risque qu'elle ferme un beau jour les sites et qu'elle refuse de payer quoi que ce soit. Pour éviter ces désagréments, les politiques auraient intérêt à exiger des garanties écrites de la part d'EPH envers l'État allemand. Une perspective plutôt inquiétante. Gert Lippold, membre de l'opposition politique en Saxe, s'intéresse lui aussi au dossier EPH. Régulièrement, il demande au Parlement du Land de s'assurer que l'entreprise tchèque s'acquittera bien des frais de renaturation. Ce dossier a fini par mobiliser la Cour des comptes de Saxe, qui a rédigé un rapport spécial. Mais ce rapport a été classé secret dans son intégralité. Nous n'avons donc pu le consulter qu'au secrétariat de la Commission économique. Et les notes que les députés avaient prises ont à leur tour été récupérées et mises sous clé. Le risque de devoir payer des milliards pour restaurer les sites reste donc entier. Au début de l'année, la direction d'EPH s'est exprimée à ce sujet. En résumé, l'entreprise n'envisage de financer la renaturation des friches que si l'Allemagne repousse son calendrier de sortie du charbon. Elle est épaulée sur ce dossier par le lobby minier à Bruxelles. Ce que je peux dire, c'est que si les mines doivent fermer prématurément, cela risque de poser des problèmes au moment de la restauration des sites. Parce que le projet global consiste à exploiter des ressources qui ont une certaine valeur et à affecter une partie de cette valeur au financement de la renaturation. La commission charbon allemande va donc, j'en suis certain, s'assurer que l'entreprise possède les réserves nécessaires pour prendre en charge cette opération. C'est un élément très important. En d'autres termes, si le pays décide d'accélérer sa sortie du charbon, la restauration des sites sera remise en cause. Après avoir rasé des villages entiers
et détruit d'immenses surfaces de paysages naturels pour engranger des profits, les entreprises laisseraient donc à la charge de la collectivité des milliards d'euros pour réparer les dégâts environnementaux. Pour moi, c'est tout à fait scandaleux. C'est du chantage. Rien d'autre que du chantage. Ça fait 10 ans qu'on annonce la sortie du charbon. Les repreneurs savaient donc parfaitement ce qu'ils faisaient. Et ils ont investi quand même. Maintenant, leur position est vraiment révoltante. Ils exercent un véritable chantage. Et si les politiques assumaient leurs responsabilités, ils devraient prendre immédiatement des mesures contraignantes. La réglementation fédérale des mines en a besoin depuis longtemps, car une entreprise menace de ne pas respecter la loi et de filer sans payer son dû. Il ne s'agit pas d'un problème nouveau. On y a déjà été confronté dans un autre domaine. Je vous parle ici d'expérience, moi qui ai travaillé aussi sur la sortie du nucléaire. Un beau jour, on s'est avisé de comparer les réserves que les entreprises étaient tenues de constituer avec le montant des coûts de démontage qu'elles étaient censées financer. Nous savons donc parfaitement que la restauration des sites de lignite exigera des moyens financiers bien supérieurs aux réserves existantes. Tous les acteurs du secteur en sont conscients. Et cela a été démontré par toutes sortes d'analyses et d'études qui n'émanent pas seulement de l'Agence fédérale pour l'environnement. Le jour de la désobéissance civile est arrivé. Le matin, des militants s'enchaînent à la bande transporteuse de l'excavatrice. Ils ont répété les différentes techniques d'action et de blocage. En face, la police et le service de sécurité de la MIBRAG sont sur le pied de guerre. Quand je pense au sommet sur le climat, c'est tellement décevant. Même s'ils ont réussi à signer un accord à Paris, ça avance tellement lentement. Il se passe tellement peu de choses qu'on est encore loin de sortir du charbon. Moi, j'ai envie de faire savoir ce que je pense. Alors je participe à ce mouvement de protestation pacifique pour dire que je veux qu'on arrête d'exploiter le charbon, qu'on en finisse avec ça. Je trouve que c'est un énorme problème qui concerne notre génération et celle à venir. On ne peut pas laisser faire. Je ne suis pas pessimiste au point de croire que Pödelwitz sera rayé de la carte dans 5 ou 6 ans. Je me refuse à le penser. Au contraire, je suis certain que grâce à notre action, cet endroit sera encore là pour les générations à venir. Toute autre évolution irait à l'encontre du bon sens. À Katowice, un chevalement de mine a été transformé en attraction touristique. Tout un symbole. Mais du passé ou de l'avenir du charbon? En Pologne, le charbon est plus qu'un simple combustible. Il fait partie de l'identité nationale. Il est présent dans pratiquement tous les domaines de la société. On voit ici le blason du GKS Katowice, avec la lettre G qui veut dire mineur, puis cet élément repris du blason de la ville, et enfin l'année où le club a été créé. Le GKS Katowice, un club de foot de 2e division, est bien ancré dans la tradition. Fondé à l'origine par des mineurs, il est financé aujourd'hui encore par l'industrie charbonnière. Le GKS Katowice a toujours été lié aux mines de charbon. Les entreprises ont toujours été, comment on appelle ça, les sponsors du club. Les joueurs travaillaient à la mine, dans l'un ou l'autre puits, et c'était les entreprises qui les finançaient. Et pourtant, il semblerait que les mentalités polonaises commencent à changer.
la jeune génération prend de plus en plus de distance vis-à-vis du charbon. On le ressent jusque dans ce club. De nos jours, l'univers de la mine passe au second plan et perd de son importance. Moi, j'aurais peur de travailler sous la terre. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ce métier. C'est un travail très dur et exigeant, sans compter le danger. Malgré la technologie moderne, ça reste très dangereux. Moi, je ne descendrais pas là en bas. Je ne serais vraiment pas rassuré. Les jeunes n'ont plus de lien avec le charbon. Il est même difficile de trouver de nouvelles recrues pour aller travailler dans les mines. L'âge moyen des ouvriers est plus élevé que dans les autres secteurs économiques. Une nouvelle étape se prépare pour sauvegarder le climat. 3 ans après la conférence de Paris, les nations ont prévu de se retrouver en décembre 2018 pour tenter d'atteindre les objectifs fixés. Et c'est Katowice, un des grands centrouillés de Pologne, qui a été choisi pour ce nouveau sommet. En septembre 2018, la ville a reçu un important visiteur venu de Varsovie. Le ministre de l'Environnement polonais vient s'informer de l'avancement du projet. J'espère que le programme pourra se dérouler comme prévu, sans difficulté, et que nous serons en mesure d'organiser les premières réunions de travail dès le 26 novembre, puis l'inauguration officielle du sommet le 3 décembre. J'espère que de nombreux chefs d'État seront présents. Officiellement, la Pologne se déclare tout à fait prête. Écoutons le responsable de l'organisation du sommet, Marcin Stańczyk. Dans ce bâtiment, nous sommes à même d'accueillir des événements d'envergure internationale, comme ce sommet sur le climat. La couleur prédominante est bien adaptée. Le noir est omniprésent. La façade du bâtiment se réfère à la tradition industrielle de la région. On remarque que les murs intérieurs et extérieurs sont habillés d'un métal spécial, dont la couleur noire rappelle celle du charbon, car c'est lui qui a façonné cette région. En Pologne, les responsables politiques doivent prendre conscience qu'ils ne pourront pas faire l'économie d'une transition énergétique. Tôt ou tard, le pays sera bien obligé de se passer du charbon. En attendant, le combustible fossile reste la principale source d'énergie, et les syndicats clament haut et fort que ce n'est pas prêt de changer. À Solidarność, on a l'habitude de dire que rien ne peut se décider à notre sujet sans qu'on soit consulté. Je ne peux donc guère m'imaginer qu'on ne soit pas représenté et qu'on ne puisse pas insister sur le fait que l'introduction des normes d'émissions de CO2 nous apparaît comme une très mauvaise opération pour la Pologne. Les pays comme la France ou l'Allemagne, eux, ont eu le temps d'exploiter leurs ressources jusqu'au bout. Il n'empêche que le ministre polonais de l'Environnement, Henryk Kowalczyk, a évoqué pour la première fois une possible date de sortie. Cette question est bien sûr du ressort du ministre de l'Énergie et je ne voudrais pas parler à sa place. Néanmoins, le ministre et la Commission européenne semblent s'accorder sur le fait que nous pourrions produire de l'électricité avec du charbon jusqu'à l'horizon 2050. Ce qui se passera ensuite, ce sera au ministre de l'Énergie de nous le dire. Nous voyons le gouvernement comme un partenaire. Il développe un programme. Mais il doit aussi régulièrement consulter les électeurs. Et si notre syndicat considère que nous sommes mal représentés au niveau national et régional, eh bien les candidats ne seront pas réélus. Et il y aura un changement de gouvernement. Mais obtiendront-ils toujours satisfaction? 2 mois avant le sommet, 91 scientifiques ont publié un article pour mettre en garde sur les conséquences de l'effet de serre. Si nous voulons maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés, nous n'avons plus que 10 ans pour agir. Le sommet sur le climat de Katowice n'apportera sans doute pas grand changement. Le gouvernement l'organise, certes, mais il s'en tiendra là. Il ne s'appuie pas tellement sur ce sommet.
En tout cas, pas assez. Alors celui-ci n'aura sans doute que peu d'impact sur la politique intérieure polonaise. Et il n'aura pratiquement aucun effet sur le cours de la politique à venir. Comme nous avons déjà perdu énormément de temps, que nous continuons à freiner la transition énergétique et que nous consommons une part importante d'électricité produite au charbon, il devient nécessaire d'abandonner rapidement cette énergie fossile si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour limiter le réchauffement climatique. C'est pourquoi j'aimerais que l'Allemagne et la Pologne se mettent d'accord pour envoyer un signal fort en faveur de l'abandon du charbon. Je ne suis pas désillusionné, ni déçu. Je constate simplement que la réalité politique avance plus lentement que ce qu'on imaginait à l'Agence pour l'environnement. Personnellement, j'aimerais que les choses aillent plus vite. Si tout cela traîne autant en longueur, c'est pour diverses raisons. Et je trouve tout à fait passionnant que sur le principe, en Allemagne, nous ayons trouvé un consensus sur l'abandon du charbon. La question qui nous occupe désormais et qui sera largement débattue, c'est de savoir quand aura lieu cette sortie du charbon. L'ère du charbon touche à sa fin, mais pour l'instant, il brûle encore. Peut-être est-ce la peur du lendemain qui empêche l'homme de s'en détourner. Pourtant, il connaît les risques qu'il encourt.